Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 € de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre votre indépendance, dire ciao patron et passer un peu plus de temps à faire ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre boutique www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Insta, c'est là où je suis vraiment le plus présent. Vous tapez @une vie de liberté, vous allez voir ma petite tête. Et dans les stories à la une, vous avez des stories travaux où vous pouvez voir la division foncière en action. Voilà, on est encore en train de faire des lotissements en ce moment. On en signe un le 12 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà, un nouveau lotissement de 7 lots, donc ça va être génial, on a hâte. Et ça, vous vous en foutez si vous écoutez ce podcast parfois. Mais ce podcast, il s'appelle Une vie de liberté, lui aussi. Et ici, on parle à la fois d'investissement, mais aussi de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre, puisque la liberté, elle est dans les poches, forcément, dans la société actuelle où on vit, notre société de consommation. Là, la liberté est dans les poches, mais elle est aussi et surtout dans la tête, parce que pour moi, si on n'est pas libre dans la tête, on n'est pas libre du tout. Je vais commencer ce podcast, comme je le fais chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire ou un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Julien, Olivier, Yasmine, Xavier, Clément, Jean-Baptiste, Mehdi, Alexis, Je suis un lama, Robin, Adriane, Caroline, Jérôme, Antoine, Thomas, Sander, Vincent, Nicolas, Xavier, Nadège, David, Alex, Aurel, Mika, Fanny, Delphine, Jordan, Dodo, Imo, Karine et Damien. Un grand merci à vous tous, ça fait super plaisir. Je le répète chaque semaine, mais c'est la vérité, c'est vous qui faites vivre ce podcast et vous le faites vivre plutôt bien puisque on est 705 sur YouTube. Ça y est, on a dépassé les 700. Ça fait vraiment plaisir. Road to 1000, road to 1000, 1K. C'est vraiment le but. Et j'hallucine à chaque fois parce qu'au début, ces podcasts, je voulais pas les mettre sur YouTube. Je me suis dit, c'est pas de la vidéo, c'est juste des podcasts, donc c'est pas très intéressant. Et en fait, vous êtes nombreux à écouter les épisodes sur YouTube et ça fait trop plaisir. Donc merci de vous abonner sur la chaîne. Déjà 700, j'en reviens pas, donc c'est ouf et ça fait trop plaisir. Sur SoundCloud, on est 422 et là aussi, ça commence à ressembler à quelque chose. Et on est en train de s'approcher gentiment des 200 sur Apple Podcast puisqu'on est 182. Et ça aussi, ça fait trop plaisir. Si vous avez envie d'aider le podcast, c'est surtout ici que ça compte, sur Apple Podcast. Alors bon, il faut avoir un e-device, un Apple, un téléphone Apple ou un iPad ou un iPod ou une iWatch ou que sais-je, un Mac. Mais en tout cas, si vous avez un téléphone Apple ou si vous avez un pote ou votre mère ou votre père qui a un téléphone Apple, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles. Et donc merci pour vos commentaires. Merci à Vélom, Florette et Brahim pour votre commentaire et votre note 5 étoiles. J'ai pas lu les commentaires ici, mais ils étaient tous très touchants et ils m'ont fait très plaisir. Donc merci infiniment à vous les amis, ça fait trop plaisir. Et sur Instagram, on est redescendu en dessous des 4000 parce que voilà, j'avais passé les 4000 la semaine dernière et j'en ai profité pour faire un peu de nettoyage sur les bons conseils de mon coach Axel où j'ai viré un peu tous les comptes qui avaient plus de 2000 abonnements, 2500 et qui interagissaient pas. Donc on est 3971. Aidez-moi à remonter au-dessus des 4000. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça fait plaisir. Donc encore merci à tous. Avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, on va faire les petites news. Alors en petites news, ça c'est un message pour tous les gens du 42 de la Loire. J'ai une amie à moi, Gwen, qui se lance dans l'entrepreneuriat. Et ça fait plaisir. Elle fait des planches apéritives gourmandes. Donc c'est délicieux. Moi, c'est une amie d'enfance, Gwen. Donc j'ai eu la chance de goûter sa cuisine à de nombreuses reprises. C'est vraiment excellent. Et en plus, en période de confinement et de couvre-feu à 6h du soir, si vous habitez la Loire, si vous êtes à côté d'Andrézieux-Boutéon, de Vauches, de Saint-Cyprien ou de Saint-Just-Saint-Rambert pour les gens du coin, écoutez, n'hésitez pas à la contacter.
C'est le plus simple, je pense que c'est sur son Insta, ça s'appelle ohmyboard42, donc O-O-H, my, M-Y, board, comme une planche, B-O-R-D, ohmyboard42 sur Insta. Et voilà, donc si vous savez pas quoi faire à manger vendredi soir ou samedi soir, elle a plein de trucs super sympas. Donc j'en profite pour lui faire un petit coup de pouce parce que c'est vraiment cool, je trouve, d'entreprendre, hein, vous le savez, ça fait plaisir, donc on pousse là-dessus. Et la deuxième petite news, c'est qu'on vous réserve une surprise avec Yann très bientôt. Et ça va vous faire plaisir. Donc ça, c'est dans le cadre de mon deuxième podcast avec Yann, qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, que je vous encourage à aller écouter si vous ne l'écoutez pas, qui sort tous les vendredis matins à 10h, où on parle d'investissement IMO, mais pas que, investissement comment dirais-je, en plus grand, hein, vraiment toute la famille de l'investissement. On parle aussi de bourse, de crypto, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et on est en train de vous préparer une petite surprise là, qui va arriver à la mi-mars. Donc stay tuned, comme on dit. J'en dis pas plus, c'est du teasing, je sais, c'est moche. Mais j'ai pas le droit d'en dire plus, sinon j'ai pas le droit. Donc voilà. Mais stay tuned, parce qu'il y a des trucs vraiment cool qui arrivent et ça fait plaisir. Je vous propose, avant d'attaquer le sujet de la semaine, de revenir sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était Team YOLO versus Team Long Terme. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand au début du podcast, j'ai dit que c'est toujours un grand plaisir, ça fait marrer tout le monde, et ça me fait marrer aussi. Mais sincèrement, c'est la vérité. Quel bonheur de faire ce podcast-là. Je suis dans mon nouveau bureau, c'est trop bien. Et vous m'avez régalé, justement, avec vos réponses sur la Team YOLO ou Team Long Terme, parce qu'on voit que je l'avais fait exprès, hein. Forcément c'est un peu putaclic de choisir son camp, parce que c'est tellement dur, et la vraie réponse, il n'y en a pas, et j'ai même réécouté mon podcast, pour tout vous dire, quelque chose que je fais rarement maintenant, je les réécoute quasiment jamais, par contre je les monte quand il y a un petit peu de montage, mais c'est quand même assez rare maintenant, mais je l'ai réécouté, et il y a même des moments où j'étais même moins d'accord avec... avec moi, parce que je me trouvais peut-être un peu trop radical sur certains trucs. Ça dépend de tellement de choses, mais dans l'ensemble, si on veut vraiment changer sa vie, faut avoir une vision long terme, mais faut pas non plus oublier d'être YOLO pour ce qui compte vraiment, et c'est ce qui ressort de tous vos messages. On a un premier message de Quentin qui me dit: Hello Tony, j'espère que tu vas bien et que ta nouvelle RP est au top. Elle est au top, mec. Trop cool le podcast de la semaine. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir fait les études, car j'ai pu être Team YOLO pendant ces quelques années, à profiter, même sans beaucoup d'euros, de la vie, tout simplement par le fait de voir les copains, faire du sport, se concentrer sur le moment présent et ne pas se soucier de l'avenir était la recette du bonheur. Et au passage, on remercie papa et maman, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Puis ensuite, il faut passer dans le grand bain et aller bosser, et là, l'échéance est beaucoup plus lointaine, puisqu'on te dit que t'en as pour 40 ans. Et le fait de parler à long terme m'a fait changer d'équipe et me mettre en place dans la tête un plan pour les prochaines années. J'ai l'impression de passer pour un Auvergnat quand je parle d'épargne, d'ETF, de crypto, d'immobilier, mais c'est tellement intéressant, le grand kiff. Tout ça pour dire qu'il y a un temps pour tout, mais tout est question de choix. À plus, ton mindset. Merci beaucoup à toi pour ton message, Quentin. Effectivement, donc Quentin, il est jeune ingénieur, et il est très jeune du coup, hein, il entre dans le monde du travail. Et effectivement, quand on entre dans le monde du travail et qu'on nous dit qu'on en a pour 40 ans, ça fait pas trop rêver. Alors, je crois que Quentin a la chance d'aimer ce qu'il fait et d'aimer son boulot. Donc ça, forcément, ça fait plaisir et c'est chouette. Mais voilà, il faut commencer à préparer le plan de bataille. Et donc c'était super chouette de pouvoir être YOLO quand on était étudiant. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas si YOLO que ça, puisqu'il faut aussi travailler, hein. Mais voilà, quand ce message, moi, ce qui m'inspire, c'est que voilà, quand on arrive vraiment dans le monde du travail et qu'on se rend compte que on a juste son slip, quoi, pour commencer, et que la retraite est dans 40 ans, il faut quand même vraiment viser long terme et préparer son plan de bataille, parce que voilà, va falloir s'échapper avant, là, c'est pas possible. 40 ans, c'est c'est impossible, c'est mort, il faut pas. On a aussi un message de Jordan. Jordan qui me dit: Bonjour Tony, encore un excellent podcast qui pose les bonnes questions et les éléments de réflexion sur les choses importantes dans la vie. On cherche trop le bonheur dans le matériel au lieu de l'expérience. Pour la personne désirant posséder une Porsche, je suis à peu près sûr que faire une journée de circuit ou faire un road trip en louant la voiture de ses rêves est bien plus profitable. Posséder procure un bonheur au début, puis vient ensuite les problèmes. Coût d'assurance, entretien, les rayures sur les parkings, voire pire, grosses réparations ou accidents. L'être humain est très mauvais pour savoir les choses qui le rendront vraiment heureux sur le long terme. Une étude a montré qu'entre un gagnant du loto et un accidenté paraplégique,
Au bout d'un an, leur niveau de bonheur était pareil, entre parenthèses revenu à la normale. Voire même la personne en fauteuil est légèrement plus heureuse. Après avoir frôlé la mort, on apprécie plus la vie. Pour moi, le bonheur, c'est de travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur. Merci pour tes podcasts inspirants, Jordan. Bah écoute Jordan, ton message, j'ai pas grand chose à ajouter parce que je trouve ça vraiment cool. Je connaissais pas cette étude là, j'ai pas eu le temps de mener mon enquête et de voir tout ça. Mais ça fait sens pour moi. C'est sûr que, ben voilà, quand on le voit hein, sur ces courbes des revenus en fonction du bonheur, que ça plafonne autour de 4 ou 6 000 euros par mois, puisque voilà, au bout d'un moment, ben, la voiture est juste plus belle, la maison est juste plus grande, au resto, on va pas non plus y bouffer tous les jours, et que, au final, ben, le bonheur, par rapport à l'argent, plafonne. Et ça, je veux bien le croire. Et effectivement, dans ce que tu dis, ça me paraît évident. Une voiture, au début, forcément que ça fait plaisir sur le coup, mais après, on se rend vite compte que, ben, effectivement, si c'est une trop belle voiture ou qu'elle est au-dessus de nos moyens, le coût de l'assurance, de l'entretien peut nous coûter vraiment plus cher et, ben, et un peu gâcher ce plaisir-là. Et il y a d'ailleurs une phrase qui était vraiment super intéressante. À l'époque, je l'avais entendue de Jean Rivière, mais je sais plus vraiment d'où elle vient. Je trouvais ça exceptionnel et j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Et il disait que ben, l'être humain, il passe 10 ans de sa vie à construire sa prison et tout le reste de sa vie à s'en échapper. Et c'est un peu ça la rat race, hein, c'est quand on va se coller des gros crédits. C'est facile de se coller des crédits sur le dos, c'est à la portée du premier abruti, hein, vraiment. Il suffit d'avoir un CDI, d'aller voir son banquier, de faire des crédits conso. On fait un crédit IMO pour une maison énorme, on fait un crédit conso pour des voitures, peut-être même pour une résidence secondaire ou pour meubler sa maison. Puis là, on a bah, toute la richesse qu'on devrait avoir en récompense, on l'a tout de suite. Et après, il nous reste bah, le poids de ces crédits et la pression de ne pas pouvoir changer de boulot, d'être ficelé en fait. On n'est plus du tout libre. Avec des charges fixes énormes tous les mois, bah, si c'est pas dans nos moyens, on est foutu quoi. Et on n'a plus la liberté qu'on avait au départ, avec laquelle ben, on était justement heureux parce que on n'avait pas cette charge mentale. Et donc, ben, c'est facile de prendre ces crédits, hein. Ça peut prendre un an, on peut tout faire, et après on peut passer 25 ans à essayer de s'en échapper. On a un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui me dit « Pareil, je suis aussi team long terme. Mais bon, peut-être que c'est quelque chose de plus profond que juste un choix. Peut-être que ça vient de l'éducation ou même des gènes, quelque part. Le fait de vouloir profiter maintenant ou plus tard, je ne sais pas. En ce qui concerne la team YOLO, c'est important de préciser qu'il faut aussi distinguer ce qui est profiter du présent, entre parenthèses, s'acheter une voiture de rêve et faire quelque chose pour le regard des autres. Entre parenthèses, s'acheter une marque allemande premium juste pour avoir une marque allemande premium. Mais ça, Tony, tu l'as déjà souvent dit. Sinon, super podcast, encore une fois. Je devrais pas les lire, ces trucs. J'avoue, j'abuse. Mais en tout cas, merci pour ton message, Jean-Baptiste. Et effectivement, dans ce podcast, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je suis parti du principe que c'était un prérequis qu'on n'allait pas parler du regard des autres. Si on en est encore à acheter une grosse voiture pour impressionner son voisin, là on est vraiment en train de s'égarer et je vous invite à écouter les précédents podcasts pour vraiment arriver à faire, si vous êtes dans cette situation en tout cas, à faire les choses pour vous, à vraiment identifier son pourquoi, se connaître, se poser vraiment ces questions-là, de voir quelles sont nos vraies envies fondamentales au fond de nous, pour répondre aux besoins qui est caché derrière ça. Parce que si on veut une grosse BMW par exemple juste pour épater le voisin alors qu'on n'en a rien à foutre des voitures, peut-être qu'au fond de nous on a un besoin de reconnaissance. Et si on arrive à identifier ça, peut-être qu'on a des meilleures façons de répondre à ce besoin de reconnaissance. Peut-être qu'il faut s'investir dans une association, ou s'investir au sein de sa famille, ou au sein de ses potes, ou au sein de sa communauté, de sa ville, pour arriver à briller autrement que de cette façon-là. Ça coûtera moins cher et sur le long terme, ce sera quand même plus valorisant. Mais voilà, après, profiter, c'est vrai que c'est différent pour chacun. On a tous notre idée. Moi, j'ai souvent eu ça dans ma jeunesse, des copains qui me disaient « mais tu profites pas » parce que j'étais en train de bosser mes cours en école d'ingénieur. Et pour certains, profiter, c'était se déchirer la tête, se mettre une race le vendredi soir, qui dure jusqu'au samedi d'après, enfin jusqu'au samedi soir, ou même parfois jusqu'au dimanche matin, parce qu'on est malade. Voilà, si pour moi, profiter de la vie, c'est ça, bon, on n'a pas juste pas la même définition, et je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, profiter de la vie, que de se saouler la gueule, quoi. Après, si la personne, comme on le disait, elle ressent l'envie d'avoir une voiture parce que pour elle, elle respire voiture. Je pense à quelqu'un comme Akram, par exemple. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne pour ceux qui aiment les voitures. Pour Akram, c'est un peu plus simple, il est milliardaire, donc un peu plus simple, remarquez. C'est jamais simple. Mais en tout cas, ce que je veux dire pour lui, c'est qu'il n'a pas
trop à se poser la question de savoir s'il a les moyens ou pas, puisque maintenant il a les moyens. Mais pour une personne comme ça, on voit que Akram, il vit voiture, il respire voiture, et que bah, c'est juste ça, quoi. Et si Akram, on lui enlève les voitures, bah, on lui enlève sa vie, en fait. C'est ce qui respire de sa chaîne. Donc, bah, si vous êtes comme ça avec les voitures, faut pas vous priver de ça. Enfin, en tout cas, je pense. Parce que ça serait passé à côté de votre vie. On a encore 3 messages, là, vous avez été prolixe cette semaine. J'ai un message de Je suis un lama, ça ne s'invente pas, hein, comme chaque semaine, qui me dit la vidéo de Pog en Ferrari, c'était en Belgique. Alors oui, quand j'ai parlé de cette vidéo du gars mis par Mehdi Chirac, j'ai pas fait attention que c'était Pog sur le coup. Donc Pog, hein, qui a aussi une chaîne sur les voitures, sur Internet, qui est assez sympa. Donc il nous dit la vidéo de Pog en Ferrari c'était en Belgique, c'était pas des gilets jaunes mais des manifestants contre les voitures. Par contre on va pas se mentir, il raillait surtout les belles voitures, comme quoi quand on a des idéaux, même quand on a des idéaux, la jalousie règne. Ouais, bah ouais. C'était pas des gilets jaunes mais c'était tout comme. Et effectivement ça, bah ouais, c'était des manifestants contre les voitures. Mais bon ouais, ça puait surtout la grosse jalousie, hein, on va pas se mentir. On a aussi un message d'Anaïs. Anaïs qui nous dit coucou Tony, ça va? Merci pour la mention dans ton nouveau podcast. C'est un plaisir de t'écouter chaque semaine. Team YOLO ou team long terme? Je dirais long terme, mais j'apprends à devenir YOLO. Entre parenthèses, merci Mika. Alors Mika, c'est le chéri d'Anaïs. Mika, c'est mon pote qui a l'Instagram Objectif Vivre Libre, que je vous invite vraiment à aller suivre d'ailleurs. Il fait aussi pas mal de vidéos, il met pas mal de contenu gratuit. Mika, il a une grosse expérience dans l'immobilier. Il a été agent immobilier. Et il a aussi un parcours qui est totalement incroyable. Il a atteint l'indépendance financière en 2 ans en retournant à l'usine pour avoir un CDI. Et d'ailleurs, ce sera une petite surprise, mais il risque d'y avoir des choses avec Mika dans les semaines qui viennent. Donc pareil, restez connectés. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais n'hésitez pas, il est extrêmement inspirant et puis c'est un gars au top. Donc Anaïs nous dit, je dirais long terme, mais j'apprends à devenir YOLO par moment. Comme tu l'as dit, ce n'est pas évident, car on a toujours un peu peur de l'avenir, de la réussite ou l'échec d'un projet, de se tromper de voie ou de passer à côté de tant de belles choses. Il faut être un peu fou pour déployer ses ailes et sauter d'une falaise sans savoir si on sait voler. Mais effectivement, c'est en faisant qu'on saura. Et puis parfois on peut être surpris. Trop de personnes regrettent à la fin de leur vie de ne pas avoir sauté le pas. Sur n'importe quel sujet, perso, pro, et on se dit, pourquoi pas nous? Grand sujet que tu as su aborder d'une simplicité sans nom. Merci de nous le faire partager. Bah, merci Anaïs. Et j'aurais peut-être même dû lire ce commentaire en dernier parce que il va vraiment coller avec le sujet de la semaine. Où voilà, où il faut pas attendre quoi. Comme tu dis, faut être un peu fou pour déployer ses ailes, sauter d'une falaise. Il faut être fou pour lâcher son taf et vivre de ses investissements. Il faut être fou pour se décider sur un coup de tête de partir en vacances à l'autre bout du monde. Il faut être fou pour faire du parapente. Il faut être fou pour plein de choses. Mais il n'y a que comme ça qu'on saura si ça nous plaît. Il n'y a que comme ça qu'on saura si, en essayant, si c'est quelque chose qui est important dans notre vie ou pas important aussi. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. D'ailleurs, pour reparler même des voitures, je me souviens qu'il y a quelques années, je me suis acheté une deuxième voiture. J'avais ma voiture pour aller au boulot, hein, ma super Citroën, et je m'étais acheté une BMW Z4 d'occasion à côté, qui me servait de voiture pour les week-ends. Et j'avoue que j'étais super content au départ. Pareil, c'est une voiture qui m'a fait vraiment pas mal de plaisir. J'ai passé beaucoup de bons moments avec. Mais voilà, j'ai vu aussi que ça me rendait pas heureux non plus. C'était pas fou quoi, et que je savais en tout cas que c'est pas ça qui me rendrait heureux vraiment, mais d'avoir essayé au moins, j'ai pu rayer ça de la liste, parce que c'est un fantasme que j'avais depuis longtemps, hein, d'avoir une voiture, un cabriolet dans le garage, à côté de ma voiture principale, et de l'avoir fait à moindre frais avec une voiture qui avait quelques années. Je crois qu'à l'époque j'avais payé un peu moins de 10 000 euros. Ça permet de voir et de rayer un truc, plutôt que de garder ça en vœu pieux, ou dans la tête pendant des années en disant « Ah, c'est mon rêve, c'est mon Graal », de faire les choses parfois, même avec une version light, quoi, une version allégée. Là, on parle pas d'une voiture à des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais ça permet de faire des choses, quoi. Et là, dans ce que tu nous dis, Anaïs, plutôt que d'avoir toujours, comme Yann le disait dans un podcast qu'on avait enregistré ensemble, de garder dans sa tête qu'on pourrait faire des choses et faire des choses et faire des choses, et ça peut être une après-midi en VTT, ça peut être emmener les enfants visiter un château, et se dire je le ferai la semaine prochaine ou je le ferai la semaine d'après. Après on est confiné, puis on est bloqué pendant 2 mois, puis on peut rien faire du tout. Donc faut pas attendre pour faire les choses, et faut pas attendre pour profiter, ça c'est sûr.
On a un dernier message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Salut Tony, pour ma part je suis team les deux, parce que ça dépend des jours déjà, ça m'arrive de péter un câble. Je suis incapable de ne pas du tout me faire plaisir pendant X temps, par contre je mesure mon plaisir, j'ai mon budget plaisir, c'est important pour mon équilibre. Et comme tu le conclus, profiter, ça n'est pas forcément au sens de la société de consommation. Des petits plaisirs, ça suffit à se faire du bien, au sens de se donner de l'amour à soi. Je pense que tu as parfaitement cerné le cœur de la question, qu'est-ce que profiter ? En effet, je ne pense pas vraiment que profiter de la vie, ce soit se murger la gueule ou consommer à outrance. » Bah écoute, merci à toi pour ce message, Yasmine. Et c'est un message qui, on va dire, qui conclut vraiment bien, je trouve, tous les messages que vous m'avez envoyés. Et donc, encore un grand merci à vous pour tous ces messages. Ça fait vraiment plaisir. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder depuis longtemps. Il m'est venu parce que j'ai vu une vidéo d'Oussama Hamar qui parlait de ça. Il y a quelques mois, je l'avais noté dans ma petite liste là, des podcasts à aborder. Et on va pouvoir le faire ensemble. Et ce podcast, il sera sur la mentalité pirate, la mentalité du hacker. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça ? Dans cette vidéo d'Oussama Hamar, elle était sur le mindset du hacker. Et lui, c'était le mindset du hacker pour entreprendre. Quels sont un peu les parallèles avec le mindset des hackers informatiques, avec ce qu'on a besoin pour l'entrepreneuriat ? Et en voyant cette vidéo, ça m'a vraiment frappé, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient excellentes, j'ai voulu vraiment creuser le sujet et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai relevé pas mal de parallèles entre le mindset du hacker, du pirate informatique, avec notre quête de l'indépendance financière. Et on va pouvoir, rentrer à fond dans le sujet ensemble aujourd'hui et vous allez voir, ça va être vraiment trop cool. Dans cette vidéo, Oussama Hamar, il mentionne le manifeste du hacker. Et donc, je suis allé chercher ce que c'était, parce que j'ai voulu lire le texte. C'est un article qui est anglais au départ, qui s'appelle The Hacker Manifesto. C'est un petit article qui a été écrit le 8 janvier 1986. Donc là, c'est déjà il y a quelques années, il y a 35 ans maintenant, par un hacker qui s'appelait Lloyd Blankenship, juste après qu'il soit arrêté. Son pseudonyme, c'était The Mentor. Et donc ce manifeste, aujourd'hui, il est vraiment considéré comme la pierre fondatrice, on va dire la pierre angulaire de la culture des hackers, et il donne un aperçu de la psychologie qu'avaient les premiers hackers informatiques. Et aujourd'hui, ce manifeste, ce petit texte, donc je vous le lirai tout à l'heure, c'est vraiment une ligne de conduite pour les hackers du monde entier. Donc, vous le savez, j'ai voulu aller faire un peu de sémantique, là, je suis allé chercher ce que voulait dire hacker dans le dictionnaire. Et donc, pour le dictionnaire, pour le Larousse aujourd'hui actuellement, un hacker, c'est une personne qui, par goût du jeu ou du défi, ou par souci de notoriété, cherche à contourner les protections d'un logiciel, à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Bon, là, tout de suite comme ça, c'est compliqué de voir le parallèle avec l'indépendance financière, avec notre quête. Mais bon, on voit qu'on cherche à contourner quand même. Et on voit aussi que nous, dans l'indépendance financière, on va chercher quand même à contourner certaines règles. Là, on voit s'introduire frauduleusement dans un système. Nous, ça sera peut-être s'échapper d'un système, frauduleusement ou pas. On va voir. Je suis aussi allé chercher la définition de ce qu'était un pirate, puisque hacker, c'est le mot anglais, mais en France, on parle de pirate informatique. Et donc, un pirate, moi, je suis allé voir vraiment le mot ancien, la signification. Un pirate, c'est un aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, attaquant les navires de commerce. Donc on voit que c'était déjà quelqu'un qui faisait fi des règles, comme un pirate informatique. Mais ce qui m'a le plus passionné, c'est quand j'ai vu que le mot pirate, il vient du latin pirata. Et ce latin pirata veut dire celui qui tente la fortune, qui est entreprenant. Et là, on commence à s'approcher du truc, parce que voilà, nous, quand on va chercher l'indépendance financière, c'est ce qu'on fait, on tente la fortune, on est entreprenant. Donc on est aussi des pirates modernes, et ça c'est vraiment trop cool. Donc je vais vous lire ce texte là, The Hacker Manifesto, ce petit article de janvier 86. Donc on se replonge 35 ans en arrière dans un petit journal informatique, un texte publié par un hacker après avoir été arrêté, un hacker très jeune à l'époque, et ce texte-là a été la fondation de la culture de ces hackers. La conscience d'un hacker, The Mentor, 8 janvier 86. Ce qui suit a été écrit peu de temps après mon arrestation. Un autre s'est fait prendre aujourd'hui.
C'est partout dans les journaux. Scandale. Un adolescent arrêté pour crime informatique. Arrestation d'un hacker après le piratage d'une banque. Satanés gosses. Tous les mêmes. Mais vous, dans votre psychologie de costume 3 pièces et votre conscience technologique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il avait fait agir et quelle force l'avait animé? Je suis un hacker, entré dans mon monde. Mon monde, il commence avec l'école. Je suis plus éveillé que la plupart des autres enfants et les nullités qu'on nous enseigne m'ennuient. Satanés gamins, ce sont tous les mêmes. Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté les professeurs expliquer pour la 15e fois comment réduire une fraction. J'ai bien compris. Non, Madame Dubois, je n'ai pas montré mon travail. Je l'ai fait dans ma tête. Satané gosse. Il a certainement copié. Ce sont tous les mêmes. J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur. Attends une minute. C'est cool. Ça fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas. Ni parce qu'il se sent menacé par moi. Ni parce qu'il pense que je suis un petit malin. Ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être là. Satané gosse. Tout ce qu'il fait, c'est jouer. Ce sont tous les mêmes. Et c'est alors que ça arrive. Une porte s'ouvre. Les impulsions électroniques déferlent sur la ligne téléphonique comme l'héroïne dans les veines d'un drogué. Pour trouver ça dans un forum, le refuge contre la stupidité quotidienne. C'est ça, c'est ici que je dois être. Ici je connais tout le monde, même si je n'ai jamais rencontré personne. Je ne leur ai jamais parlé, et je n'entendrai peut-être plus parler d'eux un jour. Je vous connais tous. Satanés gosses, encore pendus au téléphone, ce sont tous les mêmes. À l'école, on nous a donné des pots de bébé, alors qu'on avait les crocs pour un steak. Les morceaux de viande que vous avez bien voulu nous tendre étaient pré-mâchés et sans goût. On a été dominés par des sadiques ou ignorés par des apathiques. Les seuls qui avaient des choses à nous apprendre trouvèrent en nous des élèves de bonne volonté, mais ceux-ci étaient comme des gouttes d'eau dans le désert. C'est notre monde maintenant, le monde de l'électron et des commutateurs, la beauté du baude. Nous utilisons un service déjà existant, sans payer ce qui pourrait être bon marché, si ce n'était pas géré par des profiteurs avides. Et c'est nous que vous appelez criminels. Nous explorons, et vous nous appelez criminels. Nous recherchons la connaissance, et vous nous appelez criminels. Nous existons, sans couleur de peau, sans nationalité, sans dogme religieux, et vous nous appelez criminels. Vous construisez des bombes atomiques, vous financez des guerres, vous assassinez et trichez, vous manipulez, et vous nous mentez en essayant de nous faire croire que c'est pour notre propre bien. Et pourtant, c'est nous qui sommes les criminels. Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et disent, pas selon leur apparence. Mon crime est d'être plus malin que vous, quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker et ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter un individu, mais vous ne pourrez pas tous nous arrêter. Après tout, nous sommes tous les mêmes. The Mentor. Voilà, donc je viens de vous lire le manifeste du hacker, ce texte fondateur. Et donc ce texte, il a servi de... Donc c'est cool, hein. Franchement c'est un texte qui est chouette, j'étais content de vous le lire, et on va l'analyser ensemble, parce que comme ça c'est pas hyper facile, mais ce texte il sert de fondation éthique pour le hacking, et il affirme que il y a un objectif qui supplante le désir égoïste d'exploiter ou de causer du tort aux autres, et que la technologie, elle devrait être utilisée pour étendre les horizons et essayer de maintenir la connaissance libre dans le monde. Voilà vraiment ce que veut dire ce texte. Et dans sa vidéo, Oussama Ammar, lui, il l'analyse de cette façon. Il nous dit que ce texte, c'est ce qu'il nous enseigne, que si on voit un système fermé, il faut apprendre à l'ouvrir. Si vraiment on ne peut pas l'ouvrir, alors le hacker, il apprend à le casser. Et dès que le hacker a appris quelque chose d'intéressant, il l'enseigne. Et la dernière chose, c'est tu ne seras jamais méchant avec un noob. Voilà ce que nous dit Oussama Ammar là-dessus, et c'est vraiment ce qu'on voit dans ce texte, c'est que dès que tu as appris quelque chose d'intéressant, tu l'enseignes. Il y a vraiment ça dans cette culture hacker. Et donc cette culture hacker, elle repose sur 3 concepts fondamentaux qui sont dans ce texte. C'est que tout ce qui existe a été fabriqué par quelqu'un, et que ça part du principe qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pas mieux que ça. Voilà, puisque tout ce qui nous entoure, que ce soit une table, une chaise, un ordinateur, un stylo, tout a été fabriqué et imaginé par quelqu'un. Donc, ce que veut nous dire ce texte, c'est qu'on peut tout remettre en question. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas mieux que ça. Le deuxième fondamental de ce texte, c'est que tout ce qu'on a besoin d'apprendre, on peut l'apprendre. Tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. C'est aussi ce que nous dit ce texte. Et la dernière chose, c'est que comme l'informatique est un milieu ouvert, tu n'as besoin de la permission de personne, et qu'il faut avoir un esprit pirate. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer plus profondément dans tous ces concepts avec 4 points
que j'ai trouvées dans ce manifeste qui m'ont vraiment marqué. J'ai réisolé quelques phrases que je vais vous relire et on va rentrer en détail là-dedans. Les 4 points qui corroborent et qui vont dans le sens de notre indépendance financière, les 4 points communs qu'on va avoir avec le pirate quand on est dans notre quête d'indépendance et de liberté. Et donc la première que j'ai vue, c'est vraiment le refus de l'autorité, le goût de l'astuce et ne pas se prendre au sérieux. Et ça vraiment, c'est ce qui ressort aussi de ce texte-là, c'est le refus de l'autorité, le goût de l'astuce, contourner des systèmes et surtout ne pas se prendre au sérieux. La phrase qui m'a marqué là-dedans, c'est « Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et disent, pas selon leur apparence. Mon crime est d'être plus malin que vous, quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. » Et ça, quand on est investisseur, quand on a envie d'atteindre l'indépendance financière, ce goût de l'astuce, il est vraiment primordial. Parce que c'est vraiment ce qui va nous aider à aller de l'avant. Et c'est en ça qu'on a un point commun avec les pirates. Et je vais vous en faire la preuve. C'est que par exemple, quand vous achetez un appartement, vous pouvez le louer en nu, tout simplement. Vous mettez un locataire dedans, vous ne le meublez pas, vous le louez en nu. Et là, il n'y a pas vraiment d'astuce. On respecte les règles et on fait les choses dans l'ordre. Quand on a un peu plus d'astuce, on peut meubler cet appartement, mettre un locataire dedans, et là on va utiliser la niche fiscale qu'on a qui est le LMNP, le loueur meublé non professionnel, où on va pouvoir amortir le bien et économiser un peu d'impôts. Donc là ça commence à être intéressant, mais il y a tellement d'autres stratégies. On peut faire une colocation par exemple, et on va louer chaque chambre, là où on aurait loué l'appartement à une seule personne, on va peut-être louer à une famille, on va pouvoir le louer et toucher un loyer par chambre. Et là il y a du goût de l'astuce derrière. Après, on a plein de choses qu'on peut avoir, comme la division officieuse, par exemple. Diviser officieusement un appartement et l'exploiter en Airbnb, on est toujours dans la légalité. On n'est pas en train de tricher, on est en train de contourner un peu les règles. Les règles sont là, mais on les contourne. Et justement, on ne peut pas parler de l'état d'esprit d'un hacker sans parler du code, puisque c'est ça qu'un hacker va modifier. Il va toucher au code, il va modifier le code pour modifier la réalité, pour modifier un site internet, pour contourner un système. Et en fait, c'est le parallèle que j'ai vu moi avec les pirates, c'est que justement, nous aussi, il y a un code, il y a des règles, et on va essayer de plier un peu ces règles pour arriver à nos fins. On le voit aussi en lotissement, par exemple. Aujourd'hui, quand on achète une propriété qui est bâtie, si on achète un terrain, par exemple un grand terrain, une maison sur un grand terrain, et qu'on le divise en 3. On revend la maison d'un côté et on vend 2 terrains de l'autre. Comme on a acheté d'un côté une propriété bâtie et que de l'autre côté on va revendre une propriété bâtie et du terrain nu, à ce moment-là on n'est plus en TVA sur la marge mais on est en TVA totale. Et ça peut vraiment plomber le bilan de plus de 10% du coup. L'écart entre la TVA sur marge et la TVA totale. Là si on n'a pas d'astuce, on est foutu. Et donc qu'est-ce que c'est l'astuce? C'est de diviser avant d'acheter et de racheter précisément ce qu'on va revendre. Et donc ça, il faut voir avec le vendeur, il faut arriver à discuter avec lui, à faire un peu de psychologie, à modifier le code justement, pour que ce soit lui qui fasse la division, ce soit lui qui signe le document d'arpentage, et qu'au lieu de nous revendre sa maison et que nous on fasse la division, il nous revende sa maison et les 2 terrains. Et nous, on revendra la maison d'un côté et les 2 terrains de l'autre côté, et on encaissera la marge. Et c'est ce goût de l'astuce-là, de trouver ces astuces, de trouver ce qui permet de contourner justement la règle, qui me fait dire que on a des points communs avec les pirates, et que justement ce manifeste du hacker, c'est pour ça que ce texte m'a parlé. Ce goût de l'astuce et ce refus de l'autorité. Refuser que on nous dicte toutes les règles, refuser qu'on nous empêche de faire des tonnes de choses, tout en restant dans la légalité, et on le verra tout à l'heure avec les règles, une règle elle peut se plier, elle peut se contourner, elle peut se faire bouger un peu, on peut s'appuyer un peu sur la règle, et c'est ça qui est très très intéressant. Et dans ce que j'ai vu, donc refus de l'autorité, goût de l'astuce, on en a parlé, et aussi surtout ne pas se prendre au sérieux. Ça c'est vraiment alors elle transpire moins dans le manifeste du hacker, mais dans toutes mes recherches et ce que j'ai vu, on peut le voir d'ailleurs rien que sur le nom, The Mentor, quand il se fait appeler comme ça, ce refus de se prendre au sérieux, et ça j'ai trouvé que, en tout cas dans mon état d'esprit, je trouve ça vraiment super malin, et je trouve ça chouette justement.
Et on peut décider, comment dire, il faut pas oublier que tout ça, c'est un grand jeu, quoi. Voilà. Et je le vois par exemple quand je vois mon copain Alex, l'administrateur du Club des Rentiers, qui chante c'est toujours les vacances au Club des Rentiers sur une reprise de Dorothée, alors qu'il a atteint l'indépendance financière, qu'il voyage la moitié de l'année autour du monde et qui fait du business comme jamais. Je trouve ça génial. Voilà, ou comme le fait de moi chanter du rap sur mon Instagram, le but c'est de ne pas se prendre au sérieux. Oui, on est sérieux. Oui, on fait du business. Et ça ne nous empêche pas d'être malin. Et justement, malin, c'est un mot qu'adore mon pote Alex, de voir comment contourner les problèmes. Et c'est vraiment ça, l'esprit du hacker. C'est vraiment ça. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool de justement, à la fois être sérieux dans son business, mais ne pas se prendre au sérieux. C'est vraiment comment dirais-je, un des liens qu'on a, une des ressemblances qu'on a avec ce monde des hackers. La deuxième chose que j'ai vue et que j'ai trouvé vraiment, vraiment exceptionnelle, c'est tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. Et la phrase qui parle de ça dans le manifeste, c'est celle-ci. Pour trouver dans un forum le refuge contre la stupidité quotidienne. C'est ça, c'est ici que je dois être. Ici, je connais tout le monde, même si je n'ai jamais rencontré personne. Je ne leur ai jamais parlé, et je n'entendrai peut-être plus jamais parler d'eux un jour. Je vous connais tous. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça trop cool, parce que justement, j'en parle aussi beaucoup dans ce podcast. Ça, c'est mon pote Rudy, du podcast Leadercast, qui le dit beaucoup, mais seul, on va vite, et ensemble, on va plus loin. Et justement, tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. Et une des meilleures façons de l'apprendre, c'est d'être au contact de gens qui font la même chose que toi. Comme ce hacker qui va sur un forum et qui se connecte avec plein d'autres hackers pour mettre en commun leurs connaissances, pour mettre en commun tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont appris. Et c'est vraiment ça un fondamental de la culture hacker, c'est que dès que tu as appris quelque chose d'intéressant, tu l'enseignes et tu ne seras jamais méchant avec un noob. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux de cette culture hacker. Et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que j'ai trouvé ce parallèle vraiment étonnant. Quand on part en mastermind, justement, avec le Club des Rentiers, par exemple, ou même avec le Club des Indépendants, le club qu'on a monté avec les potes, avec Yann, avec Max, où on a fait un premier séminaire l'année dernière à Clermont-Ferrand, tout ça, c'est ce qui... On le voit, il y a vraiment une bienveillance envers les nouveaux. Et on enseigne et on partage ensemble tout ce qu'on a appris. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, si tu as envie d'avancer vers ton indépendance financière, il faut que tu fasses partie de mastermind, de groupes. Tu peux écouter des podcasts, comme le mien par exemple, ou comme les Gentlemen Investisseurs, mais aussi plein de podcasts de qualité. Je pense à Leadercast de mon copain Rudy, je pense au podcast de Yann Darwin par exemple, qui est une mine d'informations, qui est super bien. Et ça va t'aider. Il faut absolument se réunir entre nous qui pensons de la même façon. Et c'est en ça qu'il y a vraiment un parallèle avec la culture des hackers. C'est que justement, on met en commun nos techniques, on parle, on s'aide et on avance vraiment vers notre but. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te manque, quelque chose que tu sais pas, t'as vraiment plus d'excuses. Et quoi que ce soit, tu peux l'apprendre. Aujourd'hui, on le voit, les cours de l'université de Stanford, ils sont disponibles sur Internet. Et il y a des gamins de 14-15 ans en Afrique qui font ces cours-là, qui obtiennent les diplômes, et c'est incroyable de voir ça. Et ils ont faim parce que là-bas, ils n'ont rien, et ils ont accès à de la connaissance, et à partir de rien, ils peuvent avancer là-dessus. Et ça, c'est fantastique. Et c'est Idriss Aberkan qui le disait justement sur l'économie de la connaissance. C'est que la connaissance, justement, c'est pas comme des euros qu'on partage, et voilà, et plus on les partage, moins il y en a. Au contraire, la connaissance, elle se multiplie en la partageant. Et c'est ça qui est vraiment important. Tu peux échanger des connaissances, tu peux parler avec des gens, tu peux apporter aux gens, les gens peuvent t'apporter. Et c'est ça qui est hyper important. C'est vraiment, vraiment important. C'est ça la mentalité hacker, c'est quand tu as appris quelque chose, tu le partages. Et je m'en souviens d'ailleurs quand j'ai écrit Riche de liberté, j'ai eu des collègues lotisseurs qui ont su que j'écrivais ce livre et qui me disaient « Est-ce que tu as conscience que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis ? En fait, tu es en train d'apprendre aux gens ce que tu fais pour gagner ta vie, entre autres. »
Et ça, moi, j'ai jamais vu ça comme ça, parce que pour moi, ça, c'est pas voir plus loin que le bout de son nez. La personne qui a envie de faire des lotissements, elle attendra pas d'avoir lu Riche de liberté pour s'y mettre. Elle ira. Et c'est pas parce que t'as lu mon livre Riche de liberté, si t'es pas intéressé par les lotissements, t'en feras pas. Mais je trouve que il y a ça vraiment dans cette mentalité hacker, mentalité pirate, que voilà, j'ai appris à faire quelque chose et j'ai eu envie de l'enseigner. J'ai eu envie de l'apprendre aux gens. Et justement, c'est en partageant qu'on avance ensemble aussi. En écrivant ce livre, j'ai rencontré des personnes fantastiques. J'ai rencontré, on va prendre Max, mon pote Max, qui est expert en crypto, qui a pris, il n'y a pas si longtemps, une après-midi entière, juste pour moi, 3 heures, pour m'expliquer plein de trucs sur la crypto. J'ai trouvé ça fantastique. Et voilà, et on s'aide, on partage, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et voilà, donc c'est ça qu'il y a à retenir de la culture hacker, c'est que tout ce que tu as besoin d'apprendre, tu peux l'apprendre. Tu peux lire un livre par semaine, c'est facile, au début c'est un entraînement, mais quand tu commences à lire, après c'est fantastique, tu reprends le pouvoir, et ça c'est magique. Donc voilà, et bien sûr apprendre autour des gens, avec les gens, et c'est ça l'esprit pirate, c'est se retrouver entre pirates. Une autre chose que j'ai vue, la troisième, c'est le fait d'être 100% responsable. Et ça, c'est ce qui transpire dans ce texte au travers de ce petit extrait. J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur. Attends une minute, c'est cool, ça fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il ne m'aime pas, ni parce qu'il se sent menacé par moi, ni parce qu'il ne pense pas que je suis un petit malin, ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être là. Satané gosse, tout ce qu'il fait c'est jouer. Ce sont tous les mêmes. Et là, ce que je retiens, moi, de ce texte, c'est vraiment que, voilà, on est en train de blâmer personne. Le hacker, il a trouvé un ordinateur et il est content parce que l'ordinateur, il fait ce qu'il veut. S'il fait une erreur, c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est sa faute à lui. Et il le dit, c'est parce que je me suis planté. Pas parce qu'il m'aime pas, qu'il se sent menacé par moi ou n'importe quoi. On enlève les émotions, là, ici, et on prend ses responsabilités. Et c'est en ça qu'on a un point commun, nous, les gens qui veulent atteindre l'indépendance financière, qui veulent vivre beaucoup plus libre, c'est de prendre ses responsabilités, d'être 100% responsable. C'est là qu'on a un point commun avec les pirates, c'est qu'en décidant d'être 100% responsable, on reprend le contrôle. On arrête de mettre notre bonheur dans les mains des autres, on arrête de blâmer son amoureux ou son amoureuse parce qu'ils ont fait ci ou parce qu'ils ont fait ça et parce que ça nous a rendus tristes. Notre bonheur, il se décide. On n'est pas dépendant de ce que font les autres pour être heureux. Et c'est ça qui est important. Compter sur soi et ses résultats. Se faire confiance. Arrêter de rejeter la faute sur les autres ou sur le système. Et ce petit bout du texte là, qui nous invite à être 100% responsable, c'est encore une fois un encouragement à reprendre le contrôle. Voilà. Quand on est 100% responsable, on a le contrôle. Même s'il nous arrivait une merde, même si vous vous êtes fait rentrer dedans par quelqu'un en voiture qui vous a bousillé votre bagnole, ça fait chier sur le coup, mais c'est vous qui avez décidé de sortir de chez vous, c'est vous qui avez pris cette route-là. Donc, vous êtes responsable, même si forcément, c'est pas vous qui conduisiez la voiture qui vous êtes rentré dedans. Mais à partir de là, vous pouvez reprendre le contrôle, et c'est ça qui nous redonne du pouvoir. Et la dernière chose que j'ai vue, et pas des moindres, c'est la plus puissante. C'est ce que nous dit Oussama Ammar vraiment dans la fin du texte, que je trouve exceptionnel, c'est que comme l'informatique est un milieu ouvert, tu n'as besoin de la permission de personne. Et ça, c'est vraiment, s'il y avait une chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment, ne demandez pas la permission. Et c'est là où on a vraiment une leçon à prendre des pirates informatiques, c'est qu'ils ne demandent pas la permission. Alors certes, il y en a qui enfreignent les lois, certes, il y en a qui vont beaucoup trop loin, mais ils ne demandent pas la permission. Et nous, si on a envie d'atteindre l'indépendance financière, il ne faut pas demander la permission. Et ce qui m'a inspiré ce morceau-là, c'est ce qu'il y a dans le texte que je vais vous lire. Mais vous, dans votre psychologie de costume 3 pièces et votre conscience technologique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker ? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il avait fait agir et quelle force l'avait animé ? Et donc voilà, et ce morceau-là, il est exceptionnel parce que il nous parle du système, la psychologie de costume 3 pièces et la conscience technologique qui a 36 ans de retard à l'époque, c'est le système en place, c'est de ça que le hacker veut parler. Et il demande pourquoi, à leur avis, ce qui les a fait agir, ce qui les a fait devenir des hackers, quelle force les avait animés. Et nous qui essayons de justement plier les règles,
plier les règles de l'argent, justement, pour aller plus vite et pour atteindre l'indépendance financière rapidement, sortir de ce système, je trouve que ce morceau-là est très inspirant. Vous l'avez sûrement noté, on parle souvent de la rat race comme de la matrice, et ça serait une belle référence justement au film Matrix, qui doit dater des années 2000, hein, je pense, maintenant Matrix, ça ne nous rajeunit pas, tout ça, mais où c'est des gens qui sont comment dirais-je, ils servent de pile, quoi, de carburant dans des œufs, voilà, l'espèce humaine est cultivée comme le serait une plante, et pour pas qu'ils se rebellent, on les branche, on leur branche le cerveau et on leur passe un programme informatique qui leur fait croire qu'ils vivent. Et ce programme informatique, c'est la matrice, justement. Et on le voit dans la société, dans le monde de l'indépendance financière. On dit souvent, il faut que tu prennes la pilule rouge, il faut que tu sortes. Ou alors, ça y est, vous m'avez fait voir la lumière. J'ai regardé plein de vidéos sur l'indépendance financière, j'ai pris la pilule rouge et je veux atteindre mon indépendance financière. Je veux quitter la matrice. Et bien justement, cette matrice-là dont on parle, celle dans laquelle on vit, celle du métro, boulot, dodo, celle de la rat race au sens de la roue de hamster, hein, où on se lève le matin, on commence à tourner dans notre roue, là, puis quand on a bien tourné, on va se coucher, et puis on boit à la pipette, on mange nos graines, et ainsi de suite, où on décide de rien. Cette société, elle a changé ces dernières années. Elle a beaucoup, beaucoup changé. Et ça, Oussama Ammar, dans cette vidéo-là, il le soulignait beaucoup, en disant que aujourd'hui, le monde est complètement différent du monde de nos parents. À l'époque de nos parents, en tout cas, ou en tout cas entre les années, on va dire les années 70, 80, à l'époque, on pouvait faire carrière dans une grosse boîte, on avait un CDI, il y a des gens qui faisaient encore carrière 40 ans dans une société, et aujourd'hui, pour nous, ça, c'est plus du tout possible, justement. Et c'est ce qui fait qu'il y a un paradigme qui fait très très peur aux gens, c'est parce que le CDI, avant, c'était la sécurité de l'emploi. Quand on rentrait dans une grosse boîte, on était sûr de pouvoir se mettre en roue libre et profiter jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et pour certaines personnes, ça crée vraiment une grande insécurité de se rendre compte que tous les 5 ans, tous les ans, il va falloir se remettre ses connaissances à jour, il va falloir remettre la ceinture sur le ring, comme le ferait un entrepreneur. Et si vous vivez encore dans l'ancien monde, où un CDI c'était sûr, où on pouvait faire carrière dans une boîte pendant 40 ans, vous êtes fichu, quoi. Donc c'est pour ça que nous, les passionnés d'indépendance financière, justement, on doit trouver des solutions. Et on doit hacker cette matrice. Voilà, comme un hacker informatique, on doit changer le code et on doit hacker cette matrice pour pouvoir en sortir, pour pouvoir prendre la pilule rouge, pour voir le chemin qui nous mènera vers l'indépendance et la prendre. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est une chance. C'est une chance parce que ce qu'on a perdu en sécurité d'un côté, par rapport à l'époque de nos parents, on l'a gagné de l'autre côté en liberté. Mais pour ça, il faut vraiment accepter de le voir. Il faut accepter de le regarder en face et voilà. Et aussi et surtout, il ne faut pas demander la permission pour sortir de la matrice. Et ça, on le verra un petit peu plus loin tout à l'heure, mais entre l'école, entre tout le reste, on nous a habitués à demander la permission pour tout. À demander la permission pour aller pisser, à demander la permission pour lever la main en classe, à demander la permission pour sortir 2 minutes dehors, à demander la permission pour avoir un gâteau, à demander la permission pour tout. Et aujourd'hui, qu'on est adulte, majeur et vacciné, il faut arrêter de demander la permission. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a perdu en sécurité avec le CDI, on l'a gagné de l'autre côté, parce que la barrière à l'entrée pour lancer un business, ou pour investir, elle n'a jamais été aussi faible. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il suffit pour investir ou pour emprunter, il suffit d'avoir un CDI. Alors bon, il faut un CDI quand même si ce CDI ne nous emmènera pas à la retraite, et c'est pas ce qu'on veut, mais juste avec un CDI, on peut investir pour emprunter dans l'immobilier. En France, on peut encore emprunter à 110%. Vous pouvez acheter un appartement sans mettre un centime, juste en montrant vos fiches de paye. Ça, c'était pas le cas avant. Avant, on prêtait vraiment qu'aux riches. On dit qu'on prête qu'aux riches en France. Mais ça, c'est pas vrai. On prête aux gens qui ont un CDI. Donc, ça n'a jamais été aussi facile. On peut acheter des actions ou de la crypto depuis chez soi. C'est à la portée de n'importe qui. D'ouvrir un compte sur Coinbase ou sur Binance pour acheter de la crypto. Ou d'ouvrir un compte en ligne sur Boursorama ou sur Fortuneo. D'ouvrir un PEA. Ça prend 1 heure. Pour acheter des actions avec un simple clic depuis chez soi. Avant, il fallait être formé, il fallait lire des revues financières, il fallait appeler son banquier, il fallait passer tout le jargon technique. Et si vous ne savez pas faire, vous avez toutes les vidéos YouTube pour vous expliquer. Aujourd'hui, on peut monter un business sur Internet avec un ordinateur à 50 €. On peut publier un livre, hein, je le sais, j'ai écrit Riche de liberté. On peut publier un livre comme ça. Ça coûte 0, juste sur un ordinateur à 50 € qu'on a acheté sur le Bon Coin,
et en quelques clics, trouver une maison, trouver un imprimeur sur Internet. Le livre qu'on a fait, nous, il est auto-édité. Et on a demandé la permission à personne. Ou on peut démarrer un podcast à partir de rien du tout. Un micro à 60 € sur Amazon qu'on branche à son ordinateur. On peut avoir YouTube, on peut tout avoir. Tout est gratuit. Donc, aujourd'hui, la barrière pour investir, pour avancer, pour vivre de sa passion, pour parler de sa passion, elle n'a jamais été aussi faible. Le plus puissant à retenir là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission. Tu n'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Moi, je me souviens, quand j'étais en école d'ingénieur, je venais de finir mes études, et là-bas, on m'avait promis vraiment la lune, quoi. On m'a dit, vous êtes ingénieur, ça faisait mousser. Et je ne m'étais pas rendu compte. Moi, je pensais que j'allais gagner 3000 € en sortant de l'école, quoi, que ça allait être vraiment le Graal. Et finalement, mon premier job, je gagnais 1830 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est déjà plutôt très bien, un salaire à 1830 €, on va pas se plaindre. Mais c'était bien loin de ce qu'on m'avait vendu à l'école et bien loin de mes prétentions. Et à côté de ça, je voyais mes copains, certains de mes potes, qui avaient arrêté l'école beaucoup plus tôt, et qui à côté faisaient du business. Certains qui achetaient déjà des appartements, qui les faisaient rénover. Et moi j'avais l'impression qu'ils trichaient. Je me disais, mais j'ai passé plein d'années à l'école, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait mon bac. Après mon bac, j'ai fait un DUT. Après le DUT, je suis allé à la fac, j'ai fait licence, maîtrise. Et après, je suis allé en école d'ingénieur. J'ai fait la 4e, la 5e année. J'ai obtenu un diplôme plutôt prestigieux d'une belle école française, de l'INSA à Lyon. C'était chouette. Mais au final, des potes qui avaient arrêté l'école bien plus tôt que moi faisaient bien mieux parce qu'ils faisaient du business à côté. Alors heureusement, je ne me suis pas vexé, je les ai écoutés, j'ai regardé et j'ai commencé à faire pareil. Et ça m'a permis d'avancer, mais j'avais l'impression qu'ils trichaient en fait. Comme s'ils n'avaient pas demandé la permission pour faire ça. Pour dire à quel point j'étais, comment dirais-je, matrixé, c'est exactement le mot, matrixé par cette société. Et la première chose qu'on doit faire, si on a envie de faire honneur aux pirates justement, la première chose qu'on doit hacker, c'est son mindset justement. Et là, il y a une petite phrase dans le texte, dans le Hacker Manifesto justement, qui m'a vraiment parlé, qui dit « Je suis au collège ou au lycée. J'ai écouté les professeurs expliquer pour la 15e fois comment réduire une fraction. J'ai bien compris. Non, Madame Dubois, je n'ai pas montré mon travail. Je l'ai fait dans ma tête. Satané gosse, il a certainement copié. Ce sont tous les mêmes. » Et ça, c'est fou. C'est fou parce que moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre dans mon lycée, par exemple, où il fallait tout reprouver, il fallait tout remarquer, alors qu'il y avait des choses que j'avais déjà compris et j'avais pas envie de les expliquer. Et on nous engueulait pour ça. Il fallait demander la permission pour tout. Et ça nous marque dans le cerveau, ça nous marque durablement et pour longtemps. Et justement, la première chose à hacker, c'est notre rapport à l'argent, par exemple. On est élevé toute notre scolarité par des fonctionnaires. Alors, c'est ni bien ni mal, je sais pas, mais en tout cas par des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Et souvent, des fonctionnaires, et j'en ai eu comme ça au lycée, j'ai eu un prof d'histoire, par exemple, qui était très sympathique, mais qui détestait les entreprises, qui détestait le monde de l'entreprise, qui, pour lui, c'était juste des gens qui avaient envie de s'en mettre plein les poches. Et donc, quand vous êtes élevé et formé à l'école par que des gens qui pensent comme ça, c'est compliqué. Et on nous formate clairement de la maternelle jusqu'à la fin des études pour rentrer dans ce système. Et c'est très paradoxal parce que la France, quand vous voulez lancer une boîte, c'est le paradis avec les aides. Vous quittez votre job, vous avez 2 ans de chômage, vous pouvez avoir des aides dans tous les sens pour lancer votre société. C'est vraiment le paradis pour monter une boîte. Mais par contre, pour la mentalité entrepreneur et investisseur, c'est clairement zéro, quoi. Et ce paradoxe, d'ailleurs, est hallucinant. On va pas s'en plaindre, on va bien en profiter, parce que si vous avez envie de vous lancer en France, c'est clairement le paradis pour le faire. Vous avez ça nulle part ailleurs. Donc tant mieux, il faut bien en profiter. Mais par contre, pour la mentalité investisseur-entrepreneur, on repassera. Donc la première chose à hacker, justement, c'est son mindset. Et surtout, à cause de tout ça, on attend d'avoir la permission pour faire les choses. Voilà. On attend qu'on nous donne la permission de faire. Et pourquoi ça? Parce qu'en France, c'est une société de diplômes, une société de cases un peu, où la valeur des gens, elle est reliée un petit peu à leur place sociale, à leur diplôme. Et il y a justement tout ce respect des règles établies qu'on ne veut pas franchir. Et ce qu'il faut garder en tête justement, c'est cette mentalité de pirate. C'est que la liberté, elle se prend, elle ne se donne pas la liberté. Personne ne vous donnera la permission d'être libre. Il faut la prendre. Ne demandez pas la permission. Le monde, c'est un terrain de jeu, c'est un grand terrain de jeu. Le monde, il appartient à tout le monde et vous avez le droit à votre part, vous avez le droit
à ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas à demander la permission à quelqu'un. Si vous avez envie de créer un podcast demain, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie d'acheter un appartement, si vous avez envie de monter votre boîte, si vous avez envie d'acheter des actions sur Internet, si vous avez envie de vous mettre à fond dans la crypto, si vous avez envie de vous faire tatouer, ce que vous voulez, vous avez le droit. Il faut penser comme un pirate, quoi. Voilà, un ancien pirate des mers. La mer des Caraïbes, elle est immense. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trésors à découvrir. Et ce qu'il faut se dire, c'est, faut penser au hacker manifesto là. Faut y penser bien fort. Faut se dire que les règles, ce sont les règles, mais les règles, elles peuvent être détournées, elles peuvent être contournées, elles peuvent être assouplies, elles peuvent même être parfois ignorées. Voilà, on n'ira pas plus loin là-dedans, mais c'est dit. Donc ne demandez pas la permission. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et ça, c'est le plus bel héritage de ce manifeste. Si vous faites ce que font 99% des gens, vous aurez les résultats qu'obtiennent 99% des gens. Si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez être libre, si vous voulez vivre vraiment selon ce que vous avez au fond de vous, comportez-vous comme les 1% des gens qui ont les 1% que les résultats, les 1% que les résultats que les autres n'ont pas. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment important. Si vous avez envie d'avoir une existence qui vous ressemble, qui correspond à ce que vous voulez, ne demandez pas la permission. Et n'oubliez pas, le mot pirate, il vient du latin pirata, qui veut dire celui qui tente la fortune, qui est entreprenant. Donc tentez la fortune parce que franchement, vous pouvez le faire, et soyez entreprenant, soyez un pirate. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire, et que vous aurez vu qu'au fond de nous, nous les aspirants à l'indépendance financière qui luttons pour vivre libre, nous sommes des pirates. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite une très belle semaine et comme vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.